c'est là que l'histoire devient presque trop drôle pour être vraie. Pour donner de l'authenticité au film, la production fait appel à une sorcière en activité, engagée comme consultante sur le film. Et cette maison, elle a été détruite tout de suite après le tournage à la demande des autorités locales. Malgré les multiples retards de planning, le tournage devait aller vite. La sortie était prévue pour octobre 1998 et il n'y avait presque pas de marge entre la fin du tournage et la sortie en salle. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vous emmène dans les coulisses d'un film que vous avez déjà probablement regardé une bonne quinzaine de fois. À l'arrivée de l'automne, en votre propre compagnie ou en famille, vous vous installez confortablement et vous sombrez dans l'histoire de la famille Owens. Laissez-moi vous raconter les secrets de ce film, ce qu'il se passe derrière la caméra. Car oui, chaque histoire cache une seconde histoire. Et vous me connaissez, j'aime trouver les détails qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Je profite de cette introduction pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne si vous m'écoutez sur YouTube et de laisser 5 étoiles au podcast si vous m'écoutez sur Spotify ou Apple Podcast. Je vous le rappelle maintenant pour éviter de vous couper pendant l'épisode parce que personne n'aime être dérangé pendant l'écoute d'une bonne histoire. Les Ensorceleuses n'a pas toujours été le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. La production du film a été marquée par de multiples conflits et frustrations. Prenez place pour découvrir la réalité derrière la fiction. Je ne dis pas que vous ne connaissez rien, je dis juste que vous ne connaissez peut-être pas tout. Rendez-vous en fin d'épisode pour le savoir. Hasta la vista, baby. 24 sur 2, 3e. Je le rappelle, mais vous dites que je le rappelle, combat s'arrange. C'est jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Je ne suis pas en danger, Skyler. C'est moi le danger. Pivotez. Alors? On n'attend pas Patrick? Tout part d'un livre. Le 12 septembre 1995, l'autrice américaine Alice Hoffman publie Practical Magic, l'histoire de deux sœurs, Sally et Gillian Owens, descendantes d'une lignée de sorcières prises dans une malédiction familiale. Tout homme qui tombe amoureux d'une Owens meurt prématurément. It was the curse, wasn't it? He died because I loved him so much. Interview d'Alice Hoffman, auteure du livre Practical Magic. Pour moi, écrire ce livre, c'était le moyen de découvrir quelle était la relation dans cette famille et entre ces deux sœurs. Le roman n'a rien d'un blockbuster hollywoodien. Il est même très différent du film sur bien des aspects. La magie n'y est presque jamais spectaculaire. Warner Bros rachète les droits presque tout de suite après la sortie du livre, sauf qu'en réalité, les choses sont un peu plus compliquées que ça. Les droits avaient d'abord été achetés par Turner Pictures, qui avait déjà fait écrire un premier scénario, plus court, moins développé et cadenassé certains choix de casting sous contrat. Et puis, Turner Pictures a été racheté par la Warner Bros, avec dans le lot ce contrat déjà signé et des options négociées sur certains réalisateurs. Warner Bros n'a fait que reprendre la main sur un projet qui était déjà en cours. La première personne à s'attaquer vraiment à l'adaptation, c'est Robin Swicord. À Hollywood, c'est la scénariste qu'on appelle quand on a besoin d'adapter un livre. Elle avait déjà signé en 1994 l'adaptation des 4 filles du Dr March. I have loved you since the moment I clapped eyes on you. Un film qui a marqué toute une génération. Au départ, Swicord veut rester très fidèle au roman. Mais très vite, elle se rend compte d'un problème. Il n'y a presque pas de magie dans cette histoire ancrée dans la banlieue de Boston. Évidemment, Swicord connaît l'histoire de Boston et de ses sorcières. Et ce n'est pas ce qu'elle remet en question. Ce qui l'intéresse, c'est l'isolation qu'ont connue ces femmes. Celles à qui on demandait conseil, mais qu'on faisait semblant de ne pas fréquenter par peur pour sa réputation. Alors, elle prend une décision importante. Elle élimine Boston du tableau et elle déplace toute l'intrigue sur l'île de Vashon dans l'état de Washington. Pas pour insister sur la malédiction qui pèse sur les deux sœurs comme dans le livre, mais pour accentuer autre chose, l'isolement de toute la famille. Tandis que Swicord continue l'écriture du scénario, elle se heurte à un second problème. Elle manque d'informations au sujet des deux sœurs Owens, Sally et Gillian. Le livre ne donne pas vraiment de détails sur les personnages individuellement. Au contraire, elle parle presque à l'unisson, comme si elles étaient jumelles. Alors, elle prend son téléphone et elle appelle Alice Hoffman pour lui demander notamment « Comment est-ce que tu décrirais ces femmes ? Elles ont quel âge ? Et elles ont quelle personnalité chacune ? Raconte-moi un peu. » Mais la réponse de l'auteur la laisse sans voix. Hoffman ne sait pas quoi répondre.
Elle n'a pas de réponse en fait. Elle explique qu'en écrivant ses personnages, elle pensait aux fées de La Belle au bois dormant, des figures un peu floues, sans âge précis. C'est aussi là la beauté de l'écriture. On peut s'imaginer ce qu'on veut. Le problème, c'est que le flou, le peu précis, ça ne passe pas au cinéma. Chaque personnage a sa propre personnalité, son propre storytelling. Alors Sweetcourt se débrouille comme elle peut et finit par livrer une première version du scénario sans se douter une seule seconde que le projet s'apprête à entrer dans une zone de haute turbulence. Le réalisateur choisi pour porter le film, c'est Griffin Dunne. When you catch a poisonous snake and you do it to impress the ladies. Et très vite, entre lui et Robin Sweetcourt, rien ne va plus. Le réalisateur veut une histoire sombre à l'image de l'Exorciste. Robin, elle veut quelque chose de plus léger, de plus romantique, centré sur la communauté et la résilience émotionnelle. Deux visions du même livre, complètement à l'opposé l'une de l'autre. Pour alléger les tensions, la production fait alors appel à deux autres scénaristes, Akiva Goldsman et Adam Brooks, pour essayer de trouver un chemin entre les deux. Leur mission, garder cette histoire d'amour interdit à l'origine de tragédie, tout en intégrant un rituel qui implique toute la famille. Trouver le juste milieu entre le terrifiant et la douceur. Mais ça ne suffit pas à retenir Robin Sweetcourt qui finit par quitter le projet. Ce qu'elle voulait raconter ne correspond plus à la direction que prend le film. Elle voyait la magie comme une sorcellerie vécue, telle une force vitale discrète, presque silencieuse, pas comme une femme possédée par l'esprit de son ex-petite amie. My blood. Your blood. Our blood. Sandra Bullock arrive sur ce projet par un vrai concours de circonstances. En 1995, elle crée sa propre société de production, Fortis Film. 2 ans plus tard, en 1997, cette société signe un accord de First Look avec la Warner Bros. Un accord de First Look, c'est un accord qui est très simple. La société de production s'engage à présenter en priorité tous ses nouveaux projets au studio avec qui elle a signé cet accord, avant même d'aller le proposer ailleurs. Le studio a donc le premier regard sur chaque idée, chaque scénario, chaque projet développé par cette société. Il peut choisir de le financer et de le produire lui-même, ou bien de le laisser partir vers un autre studio si ça ne l'intéresse pas. En échange de cette exclusivité, le studio offre généralement des bureaux, un budget de développement, parfois peut-être une petite équipe, et surtout la garantie d'être soutenu financièrement si un projet est validé. En l'occurrence, en signant ce contrat, la Warner Bros. Devenait le partenaire privilégié de Fortis Film pendant 3 ans. Chaque nouveau projet que l'un ou l'autre développait passait d'abord entre les mains de son partenaire. Le premier film produit ensemble via cet accord était Ainsi va la vie. There's no place like home. You look just awful. I feel awful, Mama. Well, you look it. Et Les Ensorceleuses en est le deuxième. Ce qui veut dire que Sandra Bullock n'est pas seulement actrice sur le tournage, elle est aussi productrice. Et c'est elle qui fait entrer Griffin Dunne dans le projet. Elle avait adoré son film Duke of Groove présenté au Festival de Sundance. It's a bootleg. Et mourait d'envie de travailler avec lui. Elle a suggéré son nom à la Warner Bros. Et c'est avec sa bénédiction qu'il a lu le scénario. Il faut aussi replacer ce choix dans le moment de carrière que traverse Sandra Bullock. Elle vient de connaître l'échec cuisant de Speed 2, après le triomphe du premier Speed, qui avait rapporté 350 millions de dollars pour un budget de départ de 30 millions seulement. Cet échec lui donne envie d'arrêter de courir après les rôles dans les blockbusters. Sandra Bullock veut des rôles plus intéressants artistiquement parlant, et Les Ensorceleuses arrive à ce moment précis de sa carrière. Mais son implication dans le film ne s'arrête pas là. C'est encore elle qui choisit sa partenaire à l'écran. Elle suggère Nicole Kidman pour le rôle de Gillian alors qu'elle ne l'a encore jamais rencontrée. Elle trouve que Nicole Kidman et elle sont aux extrêmes opposés en termes d'énergie. Exactement ce qu'il faut pour incarner les deux sœurs. Kidman, de son côté, accepte avec enthousiasme. Après une carrière construite presque exclusivement aux côtés d'acteurs masculins, l'idée de tourner enfin avec une femme la rend tout simplement ravie. Et c'est là que l'histoire devient presque trop drôle pour être vraie. Pour donner de l'authenticité au film, la production fait appel à une sorcière en activité, engagée comme consultante sur le film. Elle est payée, logée dans un bel hôtel, invitée même à observer les répétitions de Bullock et Kidman. Mais très vite, des différends éclatent.
La consultante réclame 250 000 $ supplémentaires en honoraires, ainsi qu'un pourcentage sur le film. Face au refus évident de la production, elle les menace d'une malédiction et d'une action en justice. Elle ira jusqu'à laisser un message vocal au réalisateur en lui disant qu'elle va le maudire, lui et le film, et finit son message en parlant dans plusieurs langues différentes à la fois. Le réalisateur fait écouter ce message au service juridique de la production, qui ne termine même pas de l'écouter et qui répond simplement « On s'en fout, on va lui faire un chèque ». L'histoire finit par se régler à l'amiable, mais elle a bel et bien perturbé le début du tournage qui a pris du retard sur son planning à cause de ça. Elle a aussi, sans qu'on s'y attende, permis de recentrer le scénario du film sur une idée précise. Ce sont les croyances qui donnent en réalité leur pouvoir aux malédictions. Et c'est cette situation exacte qui a inspiré la phrase devenue culte du film « Curses only have power when you believe in them. » Les malédictions n'ont de pouvoir que si on y croit. Griffin Dunne, encore troublé après cet épisode, a fini par payer 100 $ de sa poche pour un exorcisme. Sait-on jamais qu'elle lui aurait véritablement jeté un sort ? Le tournage débute au début de l'année 1998. Les prises de vue principales ont lieu dans l'État de Washington, d'avril à juin. Coupeville sur l'île de Whidbey, une ville portuaire à l'ambiance victorienne sert de décor aux scènes de la petite ville. Friday Harbor sur l'île de San Juan accueille la scène la plus iconique du film, la maison, et les alentours d'Anacortes servent à d'autres prises de vue en extérieur. Et cette maison, justement, elle mérite qu'on s'y arrête un petit peu. Parce que les producteurs voulaient qu'elle représente fidèlement toute la culture de la famille Owens, une vraie maison a été construite sur l'île de San Juan. Il aura fallu près d'1 an pour peaufiner l'image de cette maison. Sauf qu'en réalité, ce n'était qu'une coquille vide, littéralement vide à l'intérieur, construite uniquement pour le tournage. Les vrais intérieurs, eux, ont été recréés sur des plateaux dans les bureaux de production à Hollywood. Et cette maison, elle a été détruite tout de suite après le tournage à la demande des autorités locales. Le terrain sur lequel elle était construite était en réalité un terrain autochtone. L'équipe a donc dû construire la maison sur une plateforme sans toucher le sol puisque c'était interdit, puis la démolir dans la foulée. Le décor, lui, a été confié à Robin Standefer et Stefan Alesch, du studio de design Roman & Williams. Ce sont eux qui ont créé les décors très détaillés de la maison des Owens, en dessinant à la main une grande partie des accessoires. C'est aussi eux, d'ailleurs, qui ont conçu l'objet le plus emblématique du film, le grimoire, avec des illustrations originales dessinées à la main par Alesch lui-même, dont des gravures de plantes qu'on aperçoit un peu partout dans la salle à manger. Côté magie, la production a fait un choix relativement commun à l'époque. Privilégier des techniques pratiques, concrètes, plutôt que des effets spéciaux à même l'ordinateur. Au début des années 90, nous sommes aux prémices des effets spéciaux qui coûtaient encore très cher à l'époque. De nombreux films choisissaient de créer les effets sur le plateau directement dans un souci d'économie. Le tournage n'a pas non plus été simple à organiser. Le brouillard et la pluie, fréquents dans cette région de Washington, ont obligé l'équipe à réorganiser en continu le planning, en profitant de ces journées maussades pour tourner les scènes en intérieur entre les deux sœurs. Et il y a cette scène que tout le monde connaît, celle où Sally, Gillian et leur tante dansent ensemble dans la cuisine. Le jour du tournage, Nicole Kidman arrive avec une bouteille de tequila à la main qu'elle propose à toute l'équipe. C'est donc réellement ivre que les actrices ont tourné cette scène. D'ailleurs, une partie de l'équipe les a rejoints dans l'effervescence. Heureusement, le directeur de la photographie, celui qui s'occupe des lumières, n'a pas participé à la fête, histoire d'être sûr que quand même l'image soit bonne. Interview de Sandra Bullock. On n'était pas ivre quand on dansait autour de la table, ni d'ailleurs quand on a fait les gros plans. Mais à un moment donné, on a dû retourner une scène et on était soit très loin, soit de dos, et Nicole a posé la bouteille de tequila sur la table et elle a dit « Y a pas de raison qu'on soit pas saoul là maintenant ?» Et j'ai dit « Ouais, t'as raison ». Malgré les multiples retards de planning, le tournage devait aller vite. La sortie était prévue pour octobre 1998 et il n'y avait presque pas de marge entre la fin du tournage et la sortie en salle. L'équipe a donc dû être extrêmement efficace sur le plateau pour limiter au maximum les retouches en post-production. Au départ, le réalisateur Griffin Dunne avait une vision beaucoup plus sombre du film que celle qu'on connaît aujourd'hui. La scène où Sally et Gillian plantent des aiguilles dans les yeux du corps de Jimmy devait être bien plus dérangeante que ça, et toute la ligne narrative autour des violences conjugales était bien plus intense. Mais le studio a estimé ces scènes un peu trop brutales et les a fait retirer.
Et ce n'est pas un hasard si Dune avait cette vision. Sa propre sœur, l'actrice Dominique Dune, révélée dans Poltergeist notamment, avait été tuée par son petit ami à 22 ans à peine. Cette expérience personnelle a directement nourri la création du personnage du petit ami de Gillian et la scène de possession. Et puis, il y a la bataille de la musique, sans doute la plus spectaculaire de toute la post-production. Le réalisateur avait engagé Michael Nyman, compositeur nommé 3 fois aux Golden Globes, pour écrire la musique du film. Nyman livre un travail dont il dira lui-même que c'est la meilleure musique qu'il ait jamais écrite pour un film, qui pourtant ne l'avait pas vraiment touché au départ. Mais quand Dune présente son montage à Warner Bros, les dirigeants du studio jugent qu'il y a plusieurs problèmes, et la musique en fait partie. Ils exigent que la musique soit remplacée et font appel en urgence à Alan Silvestri, qui n'a que quelques semaines à peine pour remplacer la musique avant la sortie en salle. Le film sort donc le 16 octobre 1998 dans 2594 salles aux États-Unis. Le premier week-end de sa sortie, il fait 13,1 millions de dollars de recettes. Au total, sur l'ensemble de son exploitation mondiale, il totalise 68,3 millions de dollars pour un budget de 75 millions de dollars. La production avait misé gros sur la présence de Sandra Bullock, fort du succès du premier Speed. Malheureusement, le résultat a été plus décevant que prévu. Le public a surtout reproché au film son manque de cohérence de genre, entre horreur et comédie romantique et une bande originale jugée trop effrayante pour les enfants et trop enfantine pour les adultes. Un seul point a fait l'unanimité cependant chez les critiques, la complicité évidente à l'écran entre Sandra Bullock et Nicole Kidman. À vrai dire, le succès a mis du temps à arriver. Dès 2003, CBS avait tenté de développer un spin-off télé du film, sans succès. Même chose en 2010 quand ABC Family a voulu lancer un reboot pour la télévision, mais aucun des projets n'aboutit. Toutefois, le film commence à trouver son public. Une communauté de fans se construit de plus en plus large et aujourd'hui, à chaque saison d'Halloween, Les Ensorceleuses refait surface partout sur les réseaux sociaux, parfois même dans les habitudes d'une génération qui n'était même pas encore née à sa sortie. Comme toutes les histoires, celle-ci a ses propres anecdotes. Après le tournage, Barbra Streisand a appelé la production pour acheter le manoir. Elle ne savait pas qu'il était faux. Nicole Kidman s'est donnée à 100% pour le film. Pour gagner en authenticité, elle souhaitait être réellement projetée sur le sol pendant la scène de l'exorcisme. L'équipe a tout de même veillé à mettre des morceaux de caoutchouc un peu partout sur le sol pour éviter qu'elle ne se blesse. La carrière de la décoratrice Robin Standofer a littéralement changé de trajectoire grâce à ce film. Ben Stiller et Christine Taylor l'ont engagée pour redécorer leur propre maison après avoir vu le film Les Ensorceleuses. L'actrice Stoker Channing n'était pas celle choisie au départ pour le rôle de la tante Frances. All I want is a normal life. My darling girl, when are you going to understand that being normal is not necessarily a virtue? It rather denotes a lack of courage. Le rôle avait été proposé à l'actrice Vanessa Redgrave, mais comme l'actrice n'a jamais signé son contrat, eh bien la production a offert le rôle à Stoker Channing, qui a d'ailleurs menti à la production. Lorsque le film devait être doublé en français, l'actrice a fait croire à la production qu'elle parlait français, pour avoir un voyage tout frais payé jusqu'à Paris. La production s'en est évidemment rendu compte à temps et a engagé quelqu'un d'autre pour le doublage. Le personnage de Jimmy était décrit comme un homme venant du Texas. Cependant, lorsque le choix de l'acteur s'est porté sur Goran Visnik, la production a décidé qu'il serait croate. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans l'épisode, je vous invite à m'écrire caoutchouc dans les commentaires. C'était l'histoire des Ensorceleuses, un film jugé raté à sa sortie et devenu des années plus tard un rituel d'automne pour des millions de gens. Si cet épisode vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas, dites-le moi dans les commentaires, j'aime toujours lire ce genre de choses. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Allez couper.